Concernant la première partie, le diagnostic, sur le sujet de savoir où sont passés les votes blancs. Bien évidemment, le fait que les votes blancs ne soient pas considérés et comptabilisés politiquement, de plus en plus de personnes préfèrent du coup s'abstenir plutôt que d'aller voter. Puisqu'on est beaucoup plus regardant dans les analyses politiques, on est beaucoup plus regardant sur l'abstention croissante plutôt que sur le vote blanc et puis le fait de prendre le temps de l'analyser et de voir ce qui se cache derrière. Du coup, on se retrouve avec des élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, de plus en plus élus avec des pourcentages très faibles de la population. Du coup, ça pose la vraie question de la légitimité des décisions prises par ces élus politiques, par ce personnel politique, donc la légitimité par rapport au fait qu'ils prennent des décisions, mais finalement des décisions qui sont entre guillemets supportées, validées par un quart de la population d'un territoire, et du coup on demande au reste de la population de ce territoire d'adhérer à cette décision. Donc du coup on peut faire le lien avec toute cette volonté et ces mouvements citoyens, cette volonté citoyenne de s'impliquer par d'autres biais, tout ce qu'on appelle la démocratie participative, la participation citoyenne. Parce que justement dans le champ démocratique classique, ils ne trouvent pas leur place avec le système, avec les outils classiques. Donc en marge se développent toutes ces organisations citoyennes, comme ce qu'on est en train de voir en France depuis quelques jours avec Nuit debout, ou en Espagne avec Podemos. Tout ça conduit à avoir des partis politiques qui sont de plus en plus déphasés, mais vraiment déphasés avec la réalité sociale, économique et sociétale du pays. On se retrouve vraiment avec des contestations, avec des oppositions et des refus d'adhérer à des projets de partis, parce que justement ces projets ils sont restés figés il y a 30 ans, il y a 20-30 ans. Les partis classiques n'ont pas su avancer avec leur temps, n'ont pas su aborder les virages sociétaux, les virages technologiques, comme par exemple comment est-ce qu'on fait du travail aujourd'hui, la question du nouveau travail, toutes ces nouvelles formes de travail d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on les appréhende. Donc à part avec des lois qui recycle en fait des vieilles recettes, on n'a pas encore pris le temps de se poser de part et d'autre de l'échiquier politique pour dire comment est-ce qu'on construit le travail de demain. Donc du coup on se retrouve avec des partis qui sont déphasés, pas du tout en adéquation avec la réalité de terrain et avec les attentes aussi des habitants tout simplement. Et ce qui est triste, c'est que en tout cas dans la période actuelle, puisqu'on a encore vu hier une annonce de Cambadélis qui annonçait qu'on perd, par rapport à 2015, qu'on perd encore des militants socialistes. Donc le peu de militants qui restent dans les organisations politiques et même syndicales, même là le jeu il est biaisé parce que pour tous ceux qui ont vécu un petit peu des campagnes, ils savent que entre le chiffre qui a annoncé officiellement, les adhésions officielles et puis les vrais militants qui viennent sur le terrain pour porter le fer, pour porter le contradictoire, ils sont beaucoup moindres, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc voilà, là aussi on a du mal à recruter, on a du mal à convaincre, donc ça c'est une vraie problématique. Du coup, partant de là, sur l'échiquier politique, on se retrouve avec deux grands partis traditionnels, donc le PS et puis ses succursales, j'ai envie de dire, et puis les Républicains, l'UMP et aussi ses succursales. Donc on a deux partis politiques qui se retrouvent vraiment déphasés, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, déphasés, et du coup ça laisse vraiment un terrain pour le Front National, dans le sens où le Front National a quand même cette remarquable particularité d'avoir compris
d'avoir compris. Marine Le Pen a été très intelligente parce qu'elle a compris 2 choses. 1, il faut dédiaboliser le Front National, devenir un parti normal. Et 2, récupérer les thématiques, récupérer les combats de gauche et de droite. Parce que finalement, si on pousse un petit peu le trait, finalement, plus que certains combats politiques, ce sont les façons de faire, la méthode de faire du personnel politique qui est en premier lieu critiquée, rejetée. Donc, à partir de là, Marine Le Pen, le Front National, récupérant des combats sur l'économie et l'emploi qui étaient auparavant portés par la gauche, la laïcité également, etc. D'autres combats par rapport à je sais plus, il faudra que je retrouve, par rapport à la droite. Du coup, le Front National a ce positionnement qui plaît. Il plaît parce qu'il entend et parce qu'il répond. Il répond aux problématiques. En tout cas, en théorie. Ensuite, c'est vrai que le problème des partis, c'est que, et on l'a vu sur les 3 dernières présidentielles, entre Chirac qui avait compris la cassure, Sarkozy qui avait compris la France qui se lève tôt et qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner beaucoup, et puis Hollande qui voulait réenchanter. Alors moi je veux bien, mais le rêve c'est du marketing, c'est de la publicité, et même si c'est une méthode politique qui a des siècles, cette façon de faire, cette manipulation cosmétique, cette manipulation de communication, les gens ne sont plus dupes, les habitants ne sont plus dupes, et ils ne veulent pas qu'on leur vende du rêve, ou en tout cas si on leur vend un petit peu de rêve, très rapidement on va attendre du personnel politique qu'il règle nos problèmes. C'est beaucoup mieux de régler les problèmes des gens, au plus près des gens. Moi j'aurais voulu entendre par exemple en 2012, tout de suite après Mon ennemi c'est la finance, et à la rigueur il n'était même pas obligé de le dire, surtout quand on voit ce que c'est devenu avec toute l'histoire là des Panama Papers depuis quelques jours. J'aurais préféré entendre j'ai entendu français, j'ai entendu vos problèmes de surcoût de facturation des banques, et on va encadrer tout ça. Ça, c'est une vraie problématique. Et là, en termes de pouvoir d'achat, quand arrive à la fin de l'année votre décompte de vos frais bancaires, ça fait mal. J'aurais voulu entendre français, j'ai des solutions pour améliorer un certain nombre de coûts, en tout cas réduire un certain nombre de coûts, un certain nombre de vos factures. Voilà. Donc ça, ce sont des réalités. Concernant l'excuse facile des déficits publics, alors en perspective par rapport à l'Europe, et puis du coup ça permet aussi de faire le lien avec l'euroscepticisme, c'est-à-dire que là on a des habitants, des Français de plus en plus désabusés et ultra méfiants à l'égard de l'Europe, parce que justement très loin, très dans la posture, très dans la communication, avec des choses qui se décident en cabinet de façon très non transparente finalement. Et du coup, quand arrive l'injonction de Bruxelles de réduire des déficits publics, alors on ne sait pas trop pourquoi, comment, puisque jusqu'à présent l'État avait toujours réussi à vivre avec des déficits, et au contraire c'était plutôt un cercle vertueux, dans le sens où on dépensait, quitte à creuser les déficits publics, on dépensait pour de l'investissement qui créait de la richesse, de l'emploi, etc. et de la valeur. Et là, l'injonction de Bruxelles nous dit tout d'un coup, et puis tous ces instances finalement pas si démocratiques que ça, avec tout leur système de notation internationale, tout d'un coup on devient des notes catastrophe, de A++, on passe à A+, et puis finalement attention de ne pas tomber à B, et à partir de là, les déficits publics, c'est devenu finalement l'ennemi numéro 1 de l'État et des pouvoirs publics. Donc pour moi, ça c'est vraiment une excuse facile. Je reviens un moment quand même sur la communication, parce que autant c'est dans
dans la banette en fait des outils pour conquérir le pouvoir qu'est la communication, on peut l'entendre en tant que citoyen qu'à un moment donné, on a besoin de faire un petit peu de marketing. Un petit peu, j'ai dit pas que du marketing. Mais le problème, en plus d'avoir que du marketing, c'est, et du coup derrière de la manipulation médiatique, c'est le fait que même dans la gestion quotidienne du pouvoir, de la relation entre l'élu et puis l'habitant, la communication, elle est à sens unique. Elle est souvent réalisée à sens unique et ultra perçue à sens unique. Très clairement, on a tous entendu, ou on entend encore des élus dire « mais pourtant je leur ai tout expliqué, mais ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Si tu as tout expliqué et qu'ils n'ont rien compris, peut-être qu'il faut se poser la question de pourquoi ils n'ont pas compris. Peut-être que c'est nous, personnel politique, qui n'avons pas été au niveau. Peut-être que c'est nous qui devons mieux expliquer, on a mal expliqué. Et très, très souvent, il suffit là aussi d'assister à quelques réunions publiques. L'élu, généralement, je généralise, l'élu, il adore se mettre dans une posture de supériorité, d'arrogance, en utilisant des mots techniques, technocrates. Limite, ça renvoie le message de, vous voyez, moi j'utilise des mots savants. Donc je suis supérieur à vous, donc j'ai la capacité à décider pour vous, je dois décider pour vous. Vous comprenez bien, j'utilise moi un jargon technique et d'expert que vous n'avez pas. Donc là aussi, il y a un vrai travail de mise à niveau des élus à l'égard des habitants. Tout ça, ça mène à un constat, celui que on a de plus en plus d'habitants qui se retirent en fait de la sphère, n'ont plus d'intérêt pour la sphère publique. Alors ça, on connaissait déjà les habitants. Alors généralement, c'était à un certain moment plutôt les catégories très très basses, les ouvriers qui avaient peu d'entrain, peu d'appétence pour la chose publique. Et là, le fait, à mon avis, nouveau ces dernières années, c'est que ce sont des citoyens éduqués. Ce sont des citoyens conscientisés qui se mettent en marge du système organisé tel qu'il est aujourd'hui. Et en parallèle, alors l'avantage d'avoir des habitants de plus en plus éduqués, de plus en plus sensibilisés et conscientisés, ça donne aussi à ces derniers la possibilité de s'organiser différemment, de s'organiser en parallèle, en marge. Alors après, maintenant, l'enjeu, ça va être de comment est-ce qu'on transforme ces alternatives. Donc c'est toute la question de la participation citoyenne. Est-ce que on s'organise en dehors des partis, mais pour en faire quoi? Pour discuter, pour débattre, ça c'est une certitude. Mais est-ce que du coup la question c'est est-ce que du coup on prend aussi le pouvoir, comme en Espagne avec les Podemos. Voilà. Donc il y a toute cette question-là autour de ça. Ensuite, sur la partie 2, les propositions. On a été... alors là, je ne saurais pas dire depuis quand, mais en tout cas, les discours politiques ont souvent été des discours biaisés. Des discours qui traduisent qu'une partie de la réalité, qui en cache une autre pour X raisons, des fois parce que secret d'État, et ça on est tous en capacité de l'entendre et de le comprendre, mais des fois pour des actes, pour des raisons beaucoup moins nobles. Et là, ce qui manque, c'est vraiment d'avoir des discours de vérité, parce que quand on a des échanges avec les habitants et qu'on leur dit, oui, certes, on a pris cette décision, vous n'êtes pas d'accord, mais moi je vais vous expliquer, on va vous expliquer. C'est bien le « on », parce que le « je », c'est pas terrible. On va vous expliquer pourquoi. Franchement, les 3/4 du temps, les personnes finissent par nous dire « bah oui, c'est vrai, finalement, vous avez raison ». Mais c'est tout simplement par rapport au point d'avant. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans une condescendance et une arrogance à l'égard de ses concitoyens. Finalement, nous, on a un mandat qui nous est donné par eux. Donc c'est eux qui nous font confiance, donc c'est à nous d'honorer finalement cette confiance. S'il y en a qui devraient être condescendants à notre égard, c'est bien ceux qui nous mandatent. Et là, c'est vraiment le schmilblick à l'envers.
Donc avoir un discours de vérité, être en capacité de dire les choses, même quand elles plaisent pas aux habitants, parce qu'ils sont en capacité de les entendre et de les recevoir. Après, on aura toujours les quelques-uns qui, pour des raisons de posture ou de qu'on appelle ça, de dogme, vont, de toute façon, quoi que vous disiez, vont être opposants. Mais c'est vraiment pas la majorité. Donc, avoir un discours de vérité, dire les choses, expliquer les choses. Et puis, bien évidemment, tout de suite derrière, poser les actes. Parce que dire des choses, apporter des discours, des paroles et ne pas le prouver, ça marche une fois, mais ça marchera pas deux. Ça marchera pas deux. Très clairement, donc j'avais déjà dit l'autre fois que à l'occasion des dialogues herbinois, quand on avait remis les choses à plat, ce qui nous a été beaucoup reproché, entre autres, c'est vous faites beaucoup de blabla. La démocratie participative, c'est beaucoup de blabla et c'est ça que vous allez encore nous faire. La preuve qu'on avait les CCQ, les conseils consultatifs de quartier, vous nous réunissiez, mais finalement on n'a rien fait avec vous. Et puis là, depuis 2 ans, au fur et à mesure, alors ça a été des petites preuves, des petites démonstrations, et puis certaines un peu plus importantes, par exemple sur le PADD et le Plume, des petites preuves qu'on a posées, des petits cailloux qu'on a semés, et je pense qu'on commence à récolter quelques petits fruits, soyons modestes, quelques petits fruits, voilà. Donc la démocratie participative, il faut la faire pour de vrai, faire avec les habitants, il faut le faire pour de vrai en posant des actes, en étant concret, en étant positif, en disant la vérité, en disant même les choses qui fâchent, et en étant sincère. Et la sincérité, même si certains personnels politiques l'analysent comme une faiblesse, moi je reste persuadée que c'est une force. Même si ça ne paye pas tout de suite, parce que vous allez vous confronter justement à tout ce personnel politique qui vous entoure, qui ne comprennent pas votre façon de faire dans la sincérité. En tout cas, les habitants, eux, ils le remarquent et ils trouvent ça plutôt bien. Donc finalement, en tant qu'élu, qui que l'on soit en tant qu'élu, la première de nos préoccupations, c'est peut-être quand même le retour de ceux qui nous ont mandatés, de nos habitants, plus que du personnel politique, nos collègues. En tout cas, c'est ma perception des choses. Donc voilà, être sincère dans ses propositions, ne pas avoir de langue de bois, ne pas promettre l'intenable, et puis ne pas vouloir faire de la politique politicienne coûte que coûte, juste pour montrer, là aussi, pour être dans une posture de dire, moi voilà, je suis un élu, je suis un homme, je suis une femme politique, donc je me dois d'être dans la politique politicienne, je me dois d'être dans les réunions de cabinet où tout se décide à 2 ou 3, non, je pense que ça c'est fini. Je pense que maintenant les habitants, ils trouvent ça beaucoup plus honorable, beaucoup plus noble, des élus qui ont la patience, qui ont le courage de venir, de se confronter, d'accepter la contradiction et finalement, pour l'avoir testé plusieurs fois, dire franchement, excusez-moi, j'ai pas compris, ou bien de dire franchement, là, je me suis trompée, je le reconnais, mais je ne sais pas tout sur tout. Et ben franchement, ça c'est apprécié. Ça c'est apprécié. Après, le corollaire, ça aussi, c'est l'expérience de ces 2 dernières années, c'est que on n'est pas dans la sincérité, on n'est pas dans le parler vrai si on faisait croire aux habitants que on fait tout avec eux tout le temps. Ça, c'est faux. C'est faux. On est quand même dans une démocratie représentative, c'est pas pour rien qu'on a un mandat. Deuxième chose qui serait vraiment de la démagogie également, c'est de faire croire aux habitants qu'ils ont la capacité à tout faire, qu'ils peuvent tout faire, on peut tout leur déléguer. Ça aussi, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les habitants. J'ai oublié, il y avait une autre idée que j'ai oubliée. Ensuite, il y a un autre élément qu'on avait noté sur donner une autre vision de la réussite. C'est vrai que si on regarde depuis les années 80, donc Mitterrand en fait, le personnel politique d'aujourd'hui, ils se retrouvent tous dans les petits jeunes des années 80. Voilà. Et du coup, on se dit, mais
c'est vraiment des carrières quoi qu'ils ont fait. Ils avaient fait les bonnes études qu'il fallait, ils ont fait le bon cursus qu'il fallait, ils sont rentrés dans les bons ministères comme il fallait, ils ont rencontré les bonnes personnes comme il fallait. Et tout ça, ça fait des carrières de techno-politiques, voilà. Alors du coup, pas très en phase, encore une fois, avec les réalités du pays, le terrain finalement. Alors que lorsque vous avez, par exemple, dans un conseil municipal, comme à Saint-Herblain, la moitié des élus qui ont un emploi par ailleurs. Ils ont un vrai travail par ailleurs, c'est-à-dire que il y en a qui sont dans des entreprises, il y en a qui sont dans des institutions, il y en a qui sont dans des collectivités, il y en a qui sont dans des associations, mais en tant que responsables. Automatiquement, dans nos échanges, en tout cas moi c'est vraiment ça que j'apprécie, dans nos échanges il y a une richesse, il n'y a pas une uniformité de discours, il n'y a pas une uniformité de vision. Et alors bien sûr ça donne du débat, ça donne de la contradiction, mais justement, c'est bien pour ça qu'on dit l'intelligence collective, qu'on parle d'intelligence collective. Après, peut-être ce qui manque aussi pour que les habitants reprennent un petit peu, renouent un petit peu avec le personnel politique et du coup avec la chose publique, c'est peut-être qu'ils puissent à un moment donné s'identifier à des personnes qui leur ressemblent, n'ayons pas peur des mots, déjà d'origine sociale, d'origine ethnique, d'origine territoriale également, mais également en termes de parcours professionnel. C'est-à-dire que arriver en disant eh ben moi j'ai tout eu, j'ai eu la cuillère en or dans la bouche, voilà, j'ai fait mes études et après j'ai fait Sciences Po et après l'ENA et après je suis rentrée au cabinet d'un ministre très influent et puis maintenant je suis ministre, bah ça parle pas à beaucoup de monde en fait. Ça parle pas du tout à beaucoup de monde. Alors moi, si je devais parler de moi et si je reprenais mon parcours, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que du haut de mes 40 ans, j'ai mis 15 ans avant d'avoir mon premier CDI. 15 ans. Donc pendant 15 ans, à la sortie des études, j'ai accumulé des CDD, j'ai accumulé des vacations, j'ai accumulé beaucoup de chômage, j'ai accumulé de la formation, j'ai accumulé une expérience d'auto-entrepreneur, j'ai accumulé une séquence de mère au foyer, ça a été 15 ans, donc 15 ans qui étaient quand même riche, dense, mais en même temps très formateur finalement. Et j'ai eu mon premier CDI en 2009, et depuis 2012, je suis retombée en CDD. Donc voilà, et tout ça pour dire que finalement, les parcours sont pas linéaires. Là aussi, il y a un message de positif à apporter, surtout pour les jeunes, de dire que il faut pas lâcher l'affaire, faut pas jeter l'éponge, il faut s'accrocher et que de toute façon, ce sont les échecs qui rendent plus forts. Parce que quelqu'un, en même temps, je souhaite à tout le monde d'avoir un parcours linéaire s'il peut l'avoir, hein, et de progression. Mais en tout cas, il faut pas croire que parce qu'on a un parcours semé d'embûches, qu'on capitalise pas et qu'on grandit pas. Enfin, bien au contraire. Moi aujourd'hui, quand je rencontre des jeunes ou des personnes en situation de chômage depuis X temps et que je leur raconte un petit peu mon parcours de vie, ils me disent tous ah ben on n'aurait pas cru. Ah, on pensait que tu étais au PS depuis tes 20 ans. Ah ben non, pas du tout. Non, moi je suis rentrée au PS en 2011, donc voilà. Et c'est pas le PS qui m'a formé, qui m'a forgé politiquement, qui m'a formé, qui m'a forgé professionnellement. Enfin, loin de là. Donc voilà. Alors, par rapport à ce que disait Jospin, la politique ne peut pas tout. Alors, que peut-il faire ? C'est clair que la politique ne peut pas tout. Enfin, j'ai tendance à prendre l'exemple de la personne qui est en difficulté. On va lui proposer des solutions. On va lui dire, écoute, tu as telle difficulté, tu pourrais faire ça, ça, ça pour t'en sortir. Si la personne, elle saisit l'opportunité et qu'elle avance, mais elle doit mettre un peu du sien aussi, beaucoup même du sien. Moi, je reste persuadée qu'elle s'en sortira. Je suis la démonstration de ça. Une des démonstrations de ça. Par contre, vous aurez beau mettre tous les outils, toutes les choses possibles pour sortir quelqu'un de la galère, si la personne ne le veut pas, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Et on a des gens qui ne veulent pas pour différentes raisons. Et là aussi, il ne faut pas se leurrer. Alors peut-être qu'il faut le dire avec des rondeurs et prendre un peu les formes, tu verras. Mais il y a des gens qui se complaisent dans leur situation parce que finalement, beaucoup plus gagnante. Et on en connaît tous autour de nous. En tout cas, moi, j'en connais qui, franchement, ne cherchent pas nécessairement un emploi. Parce qu'à côté... c'est une réalité, hein. Je suis pas Marine Le Pen, c'est une réalité, parce qu'à côté, en cumulant un certain nombre de choses, et puis un petit peu de travail au black sur lequel ils ne seront pas imposés, la vie est plus douce. Et ça, je peux le comprendre. Après, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que notre système, il continue à rouler comme ça, à fonctionner comme ça, et ne pas prendre le problème par ce bout-là, et en se disant, si les gens en arrivent à se mettre dans ces situations-là et à ne pas jouer le jeu de la solidarité, c'est qu'ils seraient en danger s'ils le faisaient, ce jeu de la solidarité. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas qu'ils soient en danger? Donc voilà, il y a quelque chose autour de ça. La politique ne peut pas tout, il faut de la volonté de la part des personnes, et en même temps un système à re-questionner. Sur l'envie d'avoir envie. Alors, l'envie d'avoir envie. Être fier d'être français. Être fier d'être français, ça c'est une certitude. C'est une certitude parce que finalement, c'est le seul moule par lequel je suis passée. Celui de la France, celui de la République française. La France, c'est l'histoire de France, c'est les valeurs de la France, c'est les intérêts aussi de la France, c'est l'engagement pour la France. Donc voilà, j'ai pas. Faudrait peut-être développer ça, mais il faudrait peut-être même que j'y réfléchisse un peu plus. La fierté, elle est là, sinon je ne me serais pas engagée avant dans le milieu associatif à aider ceux que je pensais encore plus en galère que moi. Et puis maintenant, être élu de la République. À partir du moment où vous franchissez ce cap de dire je veux représenter la République, c'est clair que ça passe par une certaine fierté.